La perfection ne fait pas partie de l'équation entrepreneuriale. Si on attend la perfection, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mettre un produit sur le marché. Il faut accepter qu'on ne sera jamais parfait. Lancer son prototype, sa première ébauche. Il faut prendre des risques à un moment donné. Quand je dis qu'on ne prend pas de risques, à un moment donné, il faut prendre, pas des risques, il faut prendre le courage de dire je pense que je suis assez prêt et mon produit doit aller sur le marché, je dois aller tâter le terrain. Parce que des fois, on pense à un produit, on pense viser une clientèle, on le met sur le marché et on se rend compte que la clientèle visée n'est pas du tout celle qu'on avait pensée. Donc, à un moment donné, il faut aller voir au lieu d'attendre la perfection. Dans le premier livre, je parle aussi dans cette même optique-là, c'est qu'un entrepreneur est comme un chef dans une cuisine. C'est que l'entrepreneur arrive le matin, il ouvre la porte de son entreprise comme un chef ouvrirait la porte du frigo. Et lorsqu'on ouvre la porte du frigo, le chef doit réussir une recette avec ce qu'il a sur la main la plupart du temps et s'assurer que les clients sont contents, que le repas est exceptionnel. Et c'est ce qui fait la différence entre les bons chefs, parce qu'on cuisine tous avec les mêmes ingrédients, là, à peu près. Puis les grands chefs vont sortir quelque chose de wow avec ce qu'ils ont sur la main. Un entrepreneur, c'est la même chose. Il arrive le matin, il lui manque un comptable, il lui manque quelqu'un au shipping, il lui manque quelqu'un à la livraison, il manque toujours des éléments pour être. Puis le meilleur entrepreneur va être capable de sortir une recette. À chaque jour, il va arriver avec des obstacles, mais il va faire avec, puis à la fin de la journée, les clients vont être satisfaits parce qu'il a fait une recette entrepreneuriale. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission L'École du succès où, semaine après semaine, j'ai le grand privilège de m'asseoir avec des gens très inspirants de par leurs idées, leurs messages, leur parcours. Et cette semaine, on ne fait pas exception à la règle alors que j'ai le grand privilège de m'asseoir avec un ex-dragon, père de famille, entrepreneur, multimillionnaire, un homme engagé, François Lambert. Salut! Comment ça va? Ça va bien, merci toi? Good, ça va super bien. Good. Juste pour les gens qui comprennent le contexte, ça c'est le genre d'entrevue. J'aurais voulu qu'on ouvre la caméra il y a à peu près 15 minutes. Depuis que tu es entré dans la pièce, la passion, les propos, tu nous parles de tes projets, on a l'impression que... Est-ce que c'est toujours comme ça? Bien, je pense qu'une vie sans passion, et la passion a toujours fait partie de ma vie. Puis j'ai connu quelqu'un à un moment donné dans ma vie qui se lève le matin, s'en va travailler. Moi, le matin, là, soit que je vais faire du sport, mais autrement... Je me fais un café. Même le café, il faut que ça soit fait avec passion. Je le regarde couler, puis je me mets le lait, il faut que ce soit à bonne température. Puis là, tu le bois, tu fais comme « aïe, aïe, la journée commence ». Donc, ma journée commence, c'est niaiseux, mais avec une passion d'avoir un bon café. Puis, je suis incapable de faire des choses sans passion. Et pourtant, lorsque je me lance en affaires, c'est pas ma passion qui m'allume le premier. C'est quoi? La raison. Parce que ma passion nous amène vers différents horizons. La raison nous amène vers une opportunité. On voit une opportunité parce qu'on est entrepreneur. Il y a une logique derrière. Exactement. Il y a une métrique, il y a un calcul, il y a le marché aussi. Donc, on a une validation avant de se lancer aveuglément avec le cœur et la passion. Exactement. Mais là, tu regardes ça, tu dis, OK, est-ce que je peux avoir du plaisir là-dedans? Et si la réponse est oui, il y a un marché, donc il y a la raison. Là, on fait le mariage. Là, on fait la passion et on en devient passionné, puis c'est comme ça qu'on lance des entreprises de succès. Tu en as vu des entrepreneurs qui étaient que la passion et finalement, ça frappe le mur ou... Il se frappe le mur parce qu'un entrepreneur passionné, c'est un entrepreneur qui va appeler son entreprise son bébé. Et lorsqu'on appelle notre entreprise notre bébé, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants? On leur pardonne beaucoup de choses, puis on les couvre, puis on les cajole. C'est seulement dans ta maison. Oui, c'est pas nos auditeurs. On n'est pas permissif comme ça, nous autres. Non, dans la maison, je ne suis pas permissif. C'est devant les gens que je suis obligé de l'être avec mes enfants. Exactement. Et donc, c'est la même chose avec une entreprise. Si on l'appelle notre bébé, c'est qu'on va la protéger, la surprotéger. On ne verra pas ce qui se passe à l'extérieur. Les décisions difficiles sont peut-être pas prises. On ne verra pas nos concurrents. On va refuser de voir qu'il y a des concurrents à côté. Et c'est pour ça que j'appelle pas mes entreprises un bébé. C'est une entité qu'on me donne l'opportunité de gérer pendant un bout de temps, mais elle ne m'appartient pas. Elle m'appartient pour le temps que je l'ai, soit que je la débute ou que je la vende, soit que je me suis trompé et que je suis obligé de prendre la décision de la fermer, ce qui est arrivé à l'occasion. Très peu de fois, mais ça arrive quand même. Ouais. Très bon. Je tenais à le mentionner quand même parce que ça te caractérise, cette passion-là. Et aussi, souvent, les gens viennent dire, ce qui est seulement comme ça devant la caméra, je vous confirme, c'est une tonne de briques de passion depuis que tu es rentré. François, à 33 ans, oui. Tu deviens multimillionnaire
Et dans ton livre, tu écris que l'entrepreneuriat, en fait, c'est travailler dans l'anonymat, inconnu, une vie que personne ne veut pendant des années et des années. Et par la suite, si notre truc fonctionne, là, on a la vie que tout le monde va avoir. Exactement. Juste pour les gens qui ne connaissent pas ton histoire, on a beaucoup de gens en Europe. Juste un peu ce parcours-là aussi que tu étais dans le vent d'en face, la dure labeur. Tu me disais avant l'entrevue que tu rêvais d'être riche quand tu rêvais à cette fortune-là et de devenir entrepreneur. Toi, tu rêvais pas de devenir pompier puis toute cette affaire-là. Non. Moi, je vais faire de la business. Oui. Mais entre l'idéation et je le fais, il y a de la dure labeur, des années plus difficiles. Ramène-moi un peu de ton parcours. Le temps le plus difficile, c'est de trouver l'idée. Parce que moi, là, autant que je me souviens, là, je voulais être entrepreneur. J'ai 5 ans, là, je veux être entrepreneur, moi. J'ai pas de time frame. Je sais très bien qu'il faut que j'aille à l'école. Ça vient de où, cette notion-là? Il n'y a personne qui me l'a donné. C'est pour ça que la question se pose à l'occasion. Est-ce qu'on devient entrepreneur ou est-ce qu'on est entrepreneur? Dans mon cas, à moi, je vais répondre que je suis né entrepreneur. J'avais que ça dans la tête, de faire de la business, de faire des négociations, de gérer, de refaire le monde. Ça se traduisait comment quand t'es jeune? Genre, t'es quelqu'un qui organisait des trucs, tu négociais des choses, c'était toujours de... Mon père était en commerce et il y a eu une ferme, donc à 5 ans, c'est moi qui suis son gérant. Là. Moi, je décide que je gère la ferme parce que je trouve que c'est mal géré. Vraiment. Et je décide que je vais l'aider, puis un mouton, ça se vend pas 70$. Il y a l'inflation. Moi, j'avais déjà ces notions-là. Vraiment? Ben, c'est des choses qui m'attiraient. J'écoutais pas les bonhommes. C'est pas quelque chose qui... Écouter la télévision, c'est pas quelque chose qui me fascinait. Moi, c'est de faire la business, c'est d'être avec les adultes et de regarder comment ils font des négociations, comment ça se passe. Et c'est ça qui m'allumait. Donc, de 5 ans à 33 ans, je cherchais la bonne idée. Puis, je la trouvais pas. Puis, à un moment donné, ce qui me déclenchait à un moment donné, c'est que ma conjointe du temps est enceinte, on vient de s'acheter une maison. Et là, mon cerveau s'est mis en mode, je dois trouver une idée. Parce que si j'ai un enfant, puis je ne suis pas encore en affaires, je le ferai jamais. Donc, il me restait 6 mois pour trouver une idée. Il fallait que je me lance en affaires avant que mon premier enfant vienne au monde. Ce qui est paradoxal, parce que normalement, tu veux une stabilité. Tu t'en vas vers la stabilité, tu lâches rien. Là, je veux dire, tu t'en vas père de famille. Prends aucun risque. Moi, c'était, faut que je prenne le risque là, parce que je le prendrai jamais plus après. Et puis, je fais une parenthèse sur le risque, parce que c'est important. Un entrepreneur, selon moi, ne prend pas de risque. Moi, quand je me lance en affaires, je ne prends pas de risque. J'ai analysé une situation et je crois qu'il y a une opportunité. Et autant qu'il y a un risque pour quelqu'un d'autre, pour moi, le risque n'existe pas. Parce que je dois travailler pour l'amener à bon terme. Et ça peut prendre du temps. Et c'est là que je dis que la vie qu'on fait, c'est une vie que personne ne voudrait faire. Parce que la vie, on veut tous avoir... On vit dans une société de loisirs. Et on veut tous finir à 3 heures de l'après-midi et aller faire du sport ou aller prendre un verre, aller socialiser. Ouais. Mais ça, c'est pas possible lorsque tu es entrepreneur parce que c'est pas qu'on travaille 150, 120 heures, 80 heures par semaine. On travaille pas tant que ça et on le voit des cas, Elon Musk, qui s'est vanté de travailler 120, 160 heures. On le voit que le château de cartes s'écroule. Récemment, oui. Récemment. Puis les études ont prouvé que travailler 30 heures par semaine, on ne peut pas donner plus que 30 heures par semaine. Et d'ailleurs, lorsque j'avais un centre d'appel, parce que les gens qui me connaissent pas, j'ai fait fortune dans les centres d'appel. Ouais. Et c'était pas ma passion, mais il y avait une raison, il y avait une opportunité. On a parti un centre d'appel de zéro. 8 ans plus tard, 3000 employés. On me fait une offre d'achat. Et pour moi, c'était pas, comme j'ai mentionné tantôt, c'était pas mon bébé. C'est une entreprise que j'ai fondée, mais qui m'a donné l'opportunité de la gérer. Tu disais tantôt la raison en premier, donc tu as fait quand même plusieurs années dans l'Internet, les centres d'appel, et ainsi de suite. À quoi tu as rattaché ce sens-là de passion-là qui a tellement quand même l'air important dans ta vie? Est-ce que c'est devenu tes employés? Est-ce que c'est devenu la croissance de l'entreprise? Parce qu'il y avait quand même un amour pour lever cette entreprise-là à un tel succès. Oui, bien, il y a une phrase que pour moi fait partie de mon quotidien, puis je l'ai dit en anglais, là, « Start small, think big ». Commencer petit, penser grand. Exactement. Parce que de toute façon, puis la phrase, je l'aime pas dire de qui elle vient, mais elle vient de Donald Trump. Et puis lui disait... Think big, parce que pense grand, parce que de toute façon, tu es obligé de penser, tu aussi bien de penser grand. Ouais. Et c'est pas que j'admire son parcours, absolument pas. Ouais. Il n'y a pas un beau parcours entrepreneurial, je trouve. Cependant, cette façon-là de penser, pour moi, c'était, tant qu'à le faire, on va le faire le plus gros possible.
Et le plus gros pour moi, c'était de devenir le plus gros centre d'appel au Canada. Une fois que cet objectif-là est atteint, donc j'ai atteint mes Olympiques, parce qu'un entrepreneur, pour moi, on peut le comparer souvent à un athlète. Et moi, j'avais atteint mes Olympiques. J'ai bâti la plus grande entreprise. Maintenant, il y a un acheteur qui est intéressé. Parfait, on s'entend sur un prix. Tu vois le prix, puis tu dis, ça va à peine. Et on peut continuer. Ça a valu la peine. Ça a valu la peine, pour toutes les années de sacrifice. Puis, le but n'était pas... le but, c'était l'argent. Mais on ne travaille pas pour l'argent. Je me suis jamais levé à chaque matin pour dire combien d'argent qui est rentré aujourd'hui, combien j'ai fait, j'en ai-tu plus aujourd'hui? C'est pas ça. C'est qu'on devient passionné par les employés, c'est certain, parce que une entreprise n'est rien sans les employés. Moi, je suis rien si mes employés ne veulent pas travailler pour moi. Si je suis un mauvais leader, ils ne veulent pas travailler pour moi. Je dois être un leader, pas seulement charismatique, c'est pas important. Je dois montrer l'exemple. Et pour moi, le leader n'est pas celui qui pousse ses employés et celui qui est en avant puis qui étire. Donc, les employés restent avec toi, ils bâtissent quelque chose. Ces employés-là, dans toutes les startups que j'ai eues, on a travaillé fort, mais on avait du plaisir. On mangeait ensemble et c'était pas seulement ni l'argent, ni pour moi, ni pour eux. C'était de bâtir et de vouloir conquérir notre marché. Et un coup que c'est fait, il y a une grande satisfaction de le faire. À chaque jour que tu as des petites victoires, il y a une grande, grande satisfaction de ça. Et c'est ça qui m'a toujours drivé. C'est pas de voir l'objectif final, c'est qu'à chaque jour, il y a une victoire. Et c'est ça qui fait la différence entre la persévérance et l'acharnement. Parce qu'en affaires, il ne faut pas s'acharner. À un moment donné, il faut se rendre compte que le projet qu'on a fait, notre entreprise, malheureusement, on s'est trompé. Et ça arrive qu'on peut se tromper. Et il faut prendre la décision, à un moment donné, de fermer. Mais ça, cette décision-là, on la prend lorsqu'on est en mode acharnement. Lorsqu'on est en mode persévérance, ça veut dire qu'on a de petites victoires à chaque jour. Lorsqu'on a ces petites victoires-là, il faut continuer. Puis à un moment donné, ça va débloquer. Mais ça peut prendre 3 ans, 5 ans. Ça peut prendre ça va prendre. C'est pas que ça va prendre 3 ans à 5 ans. Tellement. Mais si on le dit en partant aux gens, il n'y aura pas d'entrepreneuriat. Parce que les gens ils pensent tous, et moi inclus, après une dizaine d'entreprises de lancer, je pense encore que ça va prendre encore 3 mois. Ouais, c'est et tu te réveilles 3 ans plus tard, tu te dis, je suis encore, pas dans la misère, mais je suis encore dans les balbutiements d'une entreprise. Tu disais tantôt que ça arrive de se tromper, donc tu as pris ta retraite très jeune, donc tu sais, en anglais on dit success story. Les fois où tu t'es le plus trompé, genre une anecdote ou que c'était soit un échec ou que n'importe qui d'autre percevrait ça comme un échec qui serait peut-être atterré à terre complètement, mais que toi tu as été chercher une leçon ou un apprentissage. Je me suis pas beaucoup trompé majeur. Et je pense qu'une des qualités de l'entrepreneur, c'est d'accepter ses erreurs. Si on accepte notre erreur, puis on la reconnaît, on la stoppe l'hémorragie immédiatement. Ouais. Si on ne la reconnaît pas, on va se rendre jusqu'à la faillite parce qu'on va devenir entêté. Et il n'y a pas de place pour l'entêtement en affaires. Ça, c'est de l'acharnement. Cependant, il y a un coup, une fois, en 2007, ça fait 4 ans que le centre d'appel roule, ça va bien, on a de l'argent, mais on a un problème de cash flow, on a un problème d'équité, comme bien des entreprises. Et cette journée-là, je me souviens, je parlais avec mon partenaire, j'étais au téléphone, je m'en allais vers le Nouveau-Brunswick, j'avais un centre d'appel à Saint John, au Nouveau-Brunswick, dans une autre province, et on n'a pas d'argent pour payer nos employés. Et là, à cette époque-là, tu as combien de personnes sur ton... 800. J'ai 800 employés à payer le vendredi matin. 800 employés famille. Oui. Ces gens ont des familles. Et une des choses qui est importante, tu travailles pour une entreprise, l'entreprise a une responsabilité de te donner ton salaire à la même heure, au même moment, pas d'erreur sur la paye. Ça, c'est une responsabilité qu'on a comme entrepreneur et entreprise. On est le jeudi soir, il est 10 heures le soir, la banque, ça fait 2 jours qu'on essaie de trouver une solution, on n'a pas de solution. On n'en a pas, marges et crédits sont pleines à craquer, les hypothèques sont pleines à craquer, on a 4 millions de comptes à recevoir et on ne peut pas payer nos employés. La banque refuse. Qu'est-ce qu'on a fait ce soir-là? On a appelé nos fournisseurs, qui sont devenus des amis. Et c'est ça qui est important, puis je dis aux gens... La relation. C'est des fournisseurs-clients, on devient amis au fil des années. Et même avec eux, on n'a pas voulu... C'est difficile pour un entrepreneur de dire « je manque d'argent ». C'est la dernière chose qu'on veut parce qu'on a peur de ne pas avoir de contrat éventuellement. Mais on a dit... Et ta réputation. La réputation, parce que là, tu es supposé être riche, c'est supposé... J'en ai, mais... C'est tout à recevoir. C'est tout à recevoir. Et on les a appelés à 10 heures le soir, puis on a dit « écoutez, si vous ne me donnez pas un chèque demain matin, on ferme les portes. » Et je me souviens, je pleurais. Je ne suis pas un gars trop émotif dans la vie, mais là, je pleurais. Je me dis,
j'ai voulu mon rêve entrepreneurial. Je vais fermer mon entreprise avec 4 millions de comptes à recevoir. J'arrivais pas à faire les mathématiques. Et la transparence est toujours gagnante. On leur a appelé et ils nous ont dit, écoutez les gars, pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? C'est normal, ça fait 4 mois qu'on ne vous a pas payé. Il y avait un problème de système comptable qui ont refait. Et on n'a jamais eu plus de problème financier par la suite. Donc ça, c'est un coup qui aurait pu s'avérer fatal. Je l'ai évité en étant transparent, en admettant que je n'étais peut-être pas si big que je pense, que je leur avais dit. L'humilité, la transparence. Exactement. Très bonne leçon. Ouais. J'adore ça. Dans ton premier livre, Apprendre ou à laisser. Oui. Exactement. Tu dis que c'est un peu ton livre, un peu de recettes entrepreneuriales. Oui. Donc, on en a vu beaucoup, là. Déjà, le respect, la communication, travailler en équipe, vraiment cette mission-là, la passion, aussi la raison. Quelles sont d'autres petites recettes que tu te dis, mets ça dans ton plat parce que tu vas en avoir besoin en cours de route? La perfection. La perfection ne fait pas partie de l'équation entrepreneuriale. Si on attend la perfection, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mettre un produit sur le marché. Il faut accepter qu'on ne sera jamais parfait. Lancer son prototype, sa première ébauche. Il faut prendre des risques à un moment donné. Quand je dis qu'on ne prend pas de risques, à un moment donné, il faut prendre, pas des risques, il faut prendre le courage de dire, je pense que je suis assez prêt et mon produit doit aller sur le marché, je dois aller tâter le terrain. Parce que des fois, on pense à un produit, on pense viser une clientèle, on le met sur le marché, et on se rend compte que la clientèle visée n'est pas du tout celle qu'on avait pensée. Donc, à un moment donné, il faut aller voir au lieu d'attendre la perfection. Dans le premier livre, je parle aussi dans cette même optique-là, c'est qu'un entrepreneur est comme un chef dans une cuisine. C'est que l'entrepreneur arrive le matin, il ouvre la porte de son entreprise comme un chef ouvrirait la porte du frigo. Oui. Et lorsqu'on ouvre la porte du frigo, le chef doit réussir une recette avec ce qu'il y a sur la main la plupart du temps et s'assurer que les clients sont contents, que le repas est exceptionnel. Et c'est ce qui fait la différence entre les bons chefs, parce qu'on cuisine tous avec les mêmes ingrédients, là, à peu près. Puis les grands chefs vont sortir quelque chose de wow avec ce qu'ils ont sur la main. Un entrepreneur, c'est la même chose. Il arrive le matin, il lui manque un comptable, il lui manque quelqu'un au shipping, il lui manque quelqu'un à la livraison, il manque toujours des éléments pour être... Ouais. Puis le meilleur entrepreneur va être capable de sortir une recette à chaque jour. Il va arriver avec des obstacles, mais il va faire avec, puis la fin de la journée, les clients vont être satisfaits parce qu'il a fait une recette entrepreneuriale. Donc, et c'est pour ça que l'adaptabilité, donc, peu importe ce qui vient, il faut que tu sortes une bonne recette cette journée-là. C'est vrai en cuisine, c'est vrai en affaires. Tu sais, tu peux très bien dire, ah là, non, ça marche pas, je m'en vais chez nous aujourd'hui. Tu ne peux pas. L'entrepreneur ne peut jamais partir chez lui parce qu'on est seul. Quand même qu'on a des partenaires, et c'est la beauté d'avoir des partenaires en affaires, c'est qu'on est au moins deux à être seul. On est seul à deux. Parce qu'entrepreneur, à un moment donné, tout le monde finit par partir. Ton VP, il va partir, c'est pas lui son entreprise. Quand même que c'est un entrepreneur puis il est avec toi tout le temps, il va finir par rentrer à la maison. Toi, si tu as des problèmes majeurs, ta vie en dépend, ta carrière en dépend et le succès de ton entreprise en dépend, puis tu ne peux pas rentrer. Tu as une urgence. Dans le fond, la conciliation travail-famille, est-ce qu'elle existe en affaires? La réponse est oui et non. Elle fonctionne, la conciliation travail-famille, à part dans les urgences. Ton entreprise a une urgence, il n'y a pas de conciliation travail-famille cette semaine-là, tu vas travailler 20 heures. Tu vas travailler 24 heures, tu vas travailler jusqu'à temps que tu trouves la solution, tu as un problème à régler. Cette semaine-là, ta famille va être mise de côté. Cependant, lorsque ta famille a besoin de toi, exemple une maladie, ton entreprise, à ce moment-là, va souffrir de ta non-présence et tu vas trouver un backup pour t'aider, mais ta famille vient de gagner. C'est bien expliqué. Donc, c'est la première fois que j'entends. C'est vrai, en fait. Ouais. Bien, c'est parce que est-ce que s'il n'y a pas la conciliation n'est pas possible, il y a deux problèmes. Ton entreprise n'est pas une entreprise qui est vouée à un succès. Peut-être parce que tu n'es pas capable de déléguer. Peut-être parce que tu n'es pas capable d'augmenter tes marges. Peut-être que tu n'es pas capable d'augmenter tes produits. Il y a une question à se poser lorsque, pour un long terme, on ne parle pas de court terme. Ça se peut que pendant 3 mois, il y a un rush. Là. Ça, c'est normal. Puis il y a des rushs partout. Là. Ouais. Mais si tu n'es pas capable, sur le long terme, de concilier les deux, c'est soit que ton entreprise ne va pas bien ou soit que ta famille ne va pas bien. Et que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont se tuer au travail pour pas être avec leur famille. Hein? On peut se le dire aussi, il y a des gens qui vont se sauver de leurs responsabilités en se créant des responsabilités, des excuses qui n'existent pas.
des fausses urgences au travail, mais en fin de compte, il y en a Donc, pas. La conciliation travail-famille, pour moi, est très possible. Et ce que je dis aux gens, tu dois manger. Donc, make it home for supper. Sois présent pour le souper. Après, tu peux aller travailler, mais ce qui est important, réserve-toi ton souper pour être avec ta famille. Si tu n'es pas capable de le faire sur une base régulière, pose-toi des questions, il y a un problème. François, pendant plusieurs années, tu as occupé le poste d'investisseur de Dragon, donc dans l'émission Le Dragon, ici au Québec, l'œil du dragon. On dirait vraiment que tu as épousé, tu l'avais peut-être déjà, mais cette cause-là de promouvoir les valeurs entrepreneuriales, cette émission-là a fait ça, en fait. On dirait avant, l'entrepreneuriat, c'était pas cool du tout. C'était des requins, des gens qui, si t'es riche, c'est à cause de telle façon. Oui. Et là, ça l'a comme humanisé les entrepreneurs grâce à des personnages comme toi. On s'est attaché à ces investisseurs-là. Et là, maintenant, tu continues cette passion-là avec tes livres. C'est une mission pour toi de redonner ce que tu as appris ou de montrer aux gens, jeunes ou moins jeunes, que toi, tu étais peut-être inné, mais ça se construit, tout ça, c'est un projet, puis tu veux le faire. Je pense que tout entrepreneur qui réussit a une responsabilité sociale de partager sa recette. Ça ne veut pas dire que les gens peuvent l'appliquer, mais c'est important de la redonner. Et avant que l'émission arrive, moi, en 2010, je suis un bâtisseur d'entreprise. Et les gens qui nous écoutent, ils doivent se poser la question, est-ce que je suis un créateur d'entreprise? Est-ce que je suis un bâtisseur? Est-ce que je suis un opérateur? Il y en a qui sont opérateurs, puis ils vont faire carrière dans leur entreprise jusqu'à 70, 75 ans, sont heureux dans le quotidien. Moi, je suis heureux dans le chaos. Donc, je suis heureux lorsque je crée des entreprises, lorsque je pars avec des rêves, on parle de passion. C'est là que je suis heureux. Donc, 2 ans avant de vendre mon entreprise, je m'étais déjà retiré. Puis c'est là que le mot « je suis à la retraite » vient. Oui, c'est ça. Je m'étais retiré des opérations pour éventuellement investir dans des entreprises. Mais moi, je viens d'un domaine qui est le domaine du centre d'appel, puis on vend des logiciels à travers le monde, mais très peu ici au Québec. Et c'est très difficile pour moi qui veux investir. Je ne suis pas pour cogner à la porte des entreprises. Bonjour, je m'appelle François Lambert, je suis un inconnu, mais je viens de faire un peu d'argent en vendant mon entreprise, puis j'aimerais ça investir chez vous. Ça ne marche pas comme ça. Ouais. Donc, l'œil du dragon m'a propulsé dans ce que je voulais déjà faire. L'œil du dragon est arrivé au bon moment dans ma carrière parce que j'étais rendu là. Et lorsque j'ai vu une opportunité d'aller dans ce show-là, c'est certain que j'ai appelé la production pour dire, écoutez, moi, ça m'intéresse. Et après ça, c'était le jeu des auditions là, pour se rendre jusqu'à la télévision. Mais de là à endosser, de dire justement, tu sais, tu parles souvent, on doit plus enseigner l'entrepreneuriat. C'est un autre niveau, tu sais. C'est justement cette responsabilité sociale-là que tu te dis, bon, ben, non seulement je vais être sur l'émission, mais parce que, soyons honnêtes, le gouvernement fait un job quand même assez moyen à enseigner les valeurs entrepreneuriales, valoriser nos entrepreneurs. On dirait que on a cette réputation-là exceptionnelle au Québec, en tout cas, d'être des entrepreneurs incroyables, mais on dirait que, mis à part ça, c'est pas nécessairement valorisé. Bien, je pense que dans la francophonie, en général, l'entrepreneur est encore vu comme une source de revenus au point de vue des gouvernements. Donc, l'augmentation des taxes, s'assurer que les entreprises payent un niveau de taxes élevé. Ouais. Alors que ce n'est pas ça. Oui, il y a une partie à payer de taxes, mais une entreprise, c'est un créateur de richesse. C'est un créateur d'emplois. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est le message et pas la mission, mais c'est quelque chose qui me passionne de dire, non, attendez un peu, l'entrepreneur crée des emplois, il crée un écosystème local ou international, mais ces gens-là créent de l'emploi, donnent de l'emploi des gens, créent de la richesse, il faut les aider. Et ce n'est pas en les surtaxant qu'on va aider nos entrepreneurs, elle n'est pas là la réponse. Il faut qu'ils payent leur part de taxes, c'est évident, mais il ne faut pas les surtaxer. Mais ça vient de notre côté judéo-chrétien, donc c'est très mal vu de faire de l'argent. Puis moi, quand je suis arrivé, puis lorsqu'on me pose la question, j'ai pas peur de le dire que j'en ai fait de l'argent, puis que c'est agréable d'avoir de l'argent, puis je ne l'ai pas volé. J'ai pas peur de me promener avec une auto de luxe. J'ai pas obligé de me cacher de mes employés pour la prendre le samedi, dimanche. Il y a des entrepreneurs qui font ça. Mais achète-toi-la pas, l'auto. Achète-toi pas tes bébelles. De toute façon, ça donne rien, ces affaires-là. C'est juste du bling-bling. Mais si tu n'es pas capable de l'assumer, achète-la pas. Il n'y a rien de mal. Une entreprise qui fait de l'argent est une garantie de prospérité, bien entendu, pour l'actionnaire, mais est une garantie d'emploi pour ceux qui y travaillent. Parce qu'une entreprise qui perd de l'argent finit par congédier ses employés. Il n'y a personne qui est en affaire pour perdre de l'argent. Puis c'est ça qu'il faut retenir. Mais oui, je me suis donné cette mission sociale-là parce que une des choses que l'entrepreneuriat m'a donné et que j'ai toujours voulu avoir, c'est la liberté. Mon garçon le plus jeune me demande souvent,
Qu'est-ce que tu veux, papa? Il me demande ça presque à tous les jours, puis j'y réponds toujours la même réponse. La liberté, la paix. Et la paix, il n'y a pas assez d'argent. J'étais heureux, moi, pas d'argent. C'était pas l'argent qui m'a rendu heureux. J'étais heureux avant. Je voulais la liberté. La liberté de penser, la liberté de gérer ma journée comme bon me semble, dépendamment des obligations, bien entendu, ou des obligations qu'on peut avoir dans une journée, mais la liberté de pouvoir dire « demain, je fais rien ». Après, moi, tu as l'option. J'ai l'option. Et c'est ça que ça m'a apporté, l'entrepreneuriat. Et c'est ça que ça m'a apporté, le fait de bâtir des entreprises à succès, de pouvoir gérer mon temps selon ce que j'avais le goût de faire. Et des fois, les entrepreneurs, moi, ce que j'aime lorsque je donne des conférences, lorsque les gens lisent mon livre, puis ils viennent me voir après dans la rue ou quelque part, lorsque je les rencontre, me disent « j'ai mis ça en pratique ». Ça peut leur apporter un peu de liberté à leur niveau, dans leur contexte, dans leur environnement. Bien, ça les aide. Tu sais, des fois, on a juste besoin d'un petit élément. Des fois, se lancer en affaires, c'est une question de confiance, avoir confiance en soi. Et si, en lisant mon livre ou en m'écoutant lorsque je donne une conférence, puis les gens voient mon parcours de où je viens, puis ils disent « ah, lui a fait ça de même, je vais le faire moi aussi ». Puis 18 mois plus tard, ils viennent me voir et me dire « toi, tu le sais pas, tu as changé ma vie ». Moi, je trouve que c'est un privilège énorme parce que lorsqu'on est entrepreneur derrière un bureau ou dans notre entreprise, il n'y a personne qui vient nous dire qu'on change leur vie. Oui, c'est vrai. Pourtant, on la change en leur créant un emploi, en leur donnant des opportunités. Mais il n'y a personne qui vient nous le dire. Tandis que lorsqu'on devient une personnalité publique, lorsqu'on fait des livres, on a cette gratification-là qui vient naturellement. Et c'est un chapeau qui est quand même difficile à porter. Moi, je ne veux pas changer la vie. Je ne veux pas que les gens prennent des décisions majeures dans leur vie parce qu'ils ont lu un extrait. Pour moi, c'est dangereux. Lorsqu'ils viennent me voir avant le fait, je me sens pas à l'aise parce que moi, ça a fonctionné pour moi. Tu sais, lorsque je dis en affaires, il n'y a pas de plan B, il faut que tu lâches ta job, tu te lances en affaires, ça a fonctionné pour moi. Mais je veux pas que quelqu'un avec 3-4 enfants balance tout. Là. C'est sa responsabilité à lui, c'est pas à moi. Là. C'est la même chose que je donne jamais de conseils sur les actions que j'achète à la bourse. Moi, je l'ai acheté, j'étais capable de vivre avec le risque, mais je veux pas donner de conseils par rapport à ça. Qu'est-ce qui t'attend? On dit que t'es multimillionnaire. Comment tu fais pour rester motivé, choisir les projets dans lesquels tu t'impliques? Qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui te fait vibrer pour la suite des choses? Parce qu'on a cette notion-là, souvent, les gens qui vont devenir millionnaires vont dire « si je deviens millionnaire, je vais aller sur une plage, j'arrête tout ». Et ils ne comprennent pas. On en parlait avant l'entrevue, dire la retraite, c'est pas le concept. Là. Bien, ça fait partie des rêves que j'avais quand j'étais jeune. Moi, je dis à tout le monde, regarde, moi, là, je vais travailler comme un fou. À 40 ans, je pack mes affaires, c'est terminé. Ah ouais, tu l'avais, cette vision-là. Je l'avais, cette vision-là, comme la liberté 55, comme quelqu'un qui vient de gagner à la loterie, puis notre vie va changer. Oui, après, j'ai pris quelques mois pour dire qu'est-ce que je veux vraiment faire dans la vie. Et bon, tu vas au gym un peu plus souvent, tu vas courir un peu plus souvent, tu prends le temps d'aller voir des amis. Bien, tous tes amis travaillent. Ils ont 40 ans, tes amis. Donc, les gens au même âge que toi, ils travaillent tous. Puis, j'ai 2 jeunes garçons. Là, maintenant, aujourd'hui, ils ont 17 et 15 ans. Mais il y a 9 ans, lorsque j'ai vendu, 6 ans, excuse. Bon, il y avait 6 ans de moins. Et je peux pas rien faire, là. Je peux pas partir en Italie. Moi, j'ai les à temps plein, là. Je peux pas partir pendant un mois. Ils ont de l'école, ils ont leur rêve. Donc, moi, je suis un père à temps plein. La seule différence que j'ai en ce moment, c'est que j'ai plus de temps pour eux. Même s'ils sont adolescents, ils ont besoin quand même que je sois là. Ils ont besoin d'avoir leur repas le soir, bien entendu, ou de l'argent pour commander de la pizza. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais donc, qu'est-ce qui m'allume aujourd'hui? C'est de prendre le temps. Maintenant, j'ai une dizaine d'entreprises actives. Il y en a 2 que je m'occupe un peu plus. Donc, j'aime prendre ce temps-là. J'ai une ferme et j'aime prendre le temps d'aller regarder les étoiles. Écoute, pour moi, lorsque les gens de la ville venaient en campagne, quand j'étais jeune, ils arrivaient en campagne, puis ils regardaient le ciel, puis ils regardaient les étoiles, puis ils disaient « Ah, les étoiles! » Moi, je me disais, ces gens-là fument de la drogue, c'est sûr, là. Ils sont toujours là, les étoiles, qu'est-ce qu'ils ont? Ils oublient de prendre le temps de les regarder. Ils oublient de prendre le temps de les regarder, puis lorsque je vais en campagne, je prends le temps de regarder les étoiles, parce que maintenant, je suis un gars de la ville, moi aussi. Mais ce qui m'allume, c'est de relancer des entreprises, d'aider des jeunes. Puis les jeunes, la beauté, c'est qu'ils ont 25 ans. La plupart des entrepreneurs avec qui je travaille, j'en ai 51. Donc, ils ne m'écoutent pas tout le temps. Mais tant que ça ne coûte pas de l'argent à l'entreprise, moi, je vais leur dire, il y a un trou, là.
Si tu vas là, tu t'en vas dans le trou. Puis ils vont dire, ah non, c'est pas vrai. C'est correct. Puis ils tombent dans le trou. Tant que ça coûte pas trop cher, j'aime ça les laisser un peu tomber. Faire leurs propres erreurs. Leurs propres erreurs. Puis après ça, ils vont dire, ah OK, il était pas si fou que ça. Puis ils vont le répéter une autre erreur plus tard, puis un autre. Mais tant que ça... Mais je le prends pas personnel, je me choque pas comme avant. Et j'aime ça voir progresser des entreprises et je peux les aider par mon parcours. Je peux les aider parce que j'ai une notoriété. C'est plus facile pour moi d'appeler un président de compagnie pour dire... des portes, être un connecteur. Exactement, un ambassadeur pour ces entreprises-là. Ce qui est plus difficile pour les entreprises, c'est de passer dans la moulinette pour arriver à vendre son produit. C'est ça qui est difficile. Et j'ai cette facilité-là de rentrer en contact avec les gens. J'ai la même problématique après si le produit ne marche pas, là. Mais au moins, je peux ouvrir les portes plus facilement. Donc ça, c'est un dada, ça te garde motivé, t'aimes ça, t'aimes garder les mains là-dedans. Mais ce que j'aime faire, j'ai appris à aimer écrire des livres. Et c'est mon 3e que je vais sortir bientôt. Et le titre, pour que les gens puissent... Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Et là, je fais de l'opinion, donc 25 sujets, et je fais réfléchir les gens. Et le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord, parce que c'est mon opinion, mais c'est de faire réfléchir les gens sur, autant que je les ai faites pour l'entrepreneuriat, là, c'est des débats de société. Et c'est ce qui m'allume. J'ai le goût de redonner à la société et de les faire cheminer. Et à l'occasion, ça fonctionne, puis c'est une gratification. Quand même qu'à l'occasion, on se fait écorcher. Moi, je suis bien dans ma peau, les gens me connaissent. Donc, quand même que tu m'écorches un peu sur les réseaux sociaux, moi, ça ne change pas ma vie. Là. Non, exactement. Je ne cherche pas à répondre et à dire « je ne suis pas comme ça ». Tu ne me connais pas. Puis de toute façon, j'ai appris que les gens qui vont être le plus négatifs sur les réseaux sociaux vont être les premiers à venir me saluer dans la rue. Ouais. Ah oui, hein? Oui, parce qu'ils vont dire « Hey, toi, je t'ai lu », tu sais. Et je sais très bien à ce moment-là qu'ils n'étaient pas d'accord. Et là, en parlant, ils voient bien que je ne suis pas un extraterrestre derrière un clavier en train d'écrire n'importe quoi. Là, fait que c'est le fun de pouvoir avoir ce contact-là avec le public. Et ces idées-là sur cette fibre de société-là, ben, va peut-être mettre la table à une carrière politique. La politique, oui, parce que la politique me court après et je refuse un peu. Ah, vraiment? Depuis plusieurs années, ben, j'ai une responsabilité parentale. Ça, c'est mon frein numéro 1. Mais autant que j'ai voulu me lancer en affaires parce que ça faisait partie, depuis 10 ans, la politique je traîne toujours alentour de la politique, puis la politique m'interpelle. Les gens vont dire « Hey, tu ferais peut-être un bon candidat. Et je dirais que je suis rendu à 8 sur 10 de vouloir faire le saut pour pas aller voir, parce qu'on peut pas aller voir, c'est un mandat, les gens vont devoir m'élire et je vais devoir aller livrer une marchandise. Donc, c'est pas pour aller essayer, parce qu'on n'essaye pas, ni en affaires, on n'essaye pas. Essayer, c'est de s'ouvrir la porte à l'échec pour moi. Lorsqu'on dit « je vais essayer », c'est qu'on sait déjà qu'il y a des complications. Bon, on a déjà travaillé une porte de sortie. Non, si j'y vais, je vais y aller à fond de train. Je vais faire ce que j'ai à faire comme travail. Ici, et là, c'est là que je me assis. Si je suis capable de livrer la marchandise, je vais rester. Tu vas t'engager. Je vais m'engager. Si je vois que je ne peux pas livrer la marchandise qu'on me demande, ben je vais me retirer puis je vais dire « OK, ben finalement, la politique n'était pas pour moi ». En ce moment, jusqu'à preuve du contraire, j'ai vraiment le goût d'aller voir. François Lambert. Merci beaucoup. Ça a été un très grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup de t'être livré avec autant de générosité. Grandement apprécié. Merci beaucoup. J'en ai appris beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai de la brume dans mes lunettes. Ceux qui écoutent le podcast ou l'iTunes ou à la caméra, ça l'arrive. Tellement de chaleur, il est hot! Alors, j'espère que vous avez retrouvé autant de valeur que moi, j'ai pu en retrouver dans cet entretien-là. J'espère que vous preniez des notes. Beaucoup de phrases sur le fonctionnement de l'entreprise, face à des décisions, comment le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Beaucoup de leçons là-dessus. Donc, merci énormément, François. Merci. Je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, donc les gens qui veulent te suivre, tu as Facebook, Instagram, Twitter un peu moins. Twitter un peu moins, ouais. Il y avait trop de chicanes. Ah, OK, donc, parfait. Je suis allé dans une place qui avait moins de chicanes. C'est bon. Parfait, excellent. Bien, bon succès, bonne continuité. Et puis, tant qu'à moi, eh bien, il ne me reste qu'à vous dire, eh bien, à la semaine prochaine pour une autre émission de l'École du succès. C'était Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.